le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Talking Esprit Payade. On est toujours là malgré la trêve internationale pour continuer de parler de notre club de cœur du MHSC comme lors de chaque émission. Au programme aujourd'hui, la revue de l'actu. On va revenir sur ce qui a fait l'actu de la semaine, à savoir Laborde dans l'équipe type de France Football pour ce premier quart de saison. Delors qui a inscrit son 50e but en championnat sous les couleurs du MHSC, on va en parler. Montpellier qui est la main verte, Montpellier meilleure pelouse de Ligue 1. C'est une grande nouvelle par rapport aux années précédentes où le contraire était plutôt de mise. Et enfin, on parlera de Montpellier efficace de la tête. On voit que le jeu aérien fonctionne bien du côté de la paillade. On va revenir également sur le match de la semaine dernière, Bordeaux-Montpellier. On va débriefer ce match avec nos chroniqueurs, donner nos notes et votre top et votre flop. On va avoir un petit débat sur le match. Der Zakarian a-t-il trouvé le bon système de jeu? On aura encore ce débat sur ce 4-3 et on aura justement une dernière partie d'émission consacrée au débat concernant le système et concernant les joueurs. Sont avec nous ce soir Lucas qui est avec nous. Lucas, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Dorian et bonsoir à nos auditeurs. Comment ça va Lucas, la forme? Très bien, ça va et toi? Eh ben, très bien aussi. Bouba qui est avec nous. Bouba, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous les deux. Ça va Tranquille. bien Bouba Content d'être aussi? là. Pardon? Ouais, content d'être avec vous là. Eh Content ben, d'être nous avec vous aussi, ce soir là. on est content Voilà, d'être avec vous aussi et on espère que vous serez nombreux à réagir sur le chat YouTube pour cette émission. On commence avec notre première partie consacrée à la revue de l'actu. On a appris que Gaëtan Laborde a été nommé dans l'équipe type de France Football avec 6,1 de moyenne sur l'ensemble des 10 premiers matchs de la saison. Il se trouve en attaque aux côtés de Mbappé notamment. L'hebdomadaire décrit Laborde comme étant efficace en toute discrétion et c'est le cas puisque Laborde n'a pas beaucoup marqué, seulement 2 buts sur ses 10 premiers matchs, mais m'a effectué tout de même 5 passes décisives. C'est le meilleur passeur de Ligue 1 tout simplement avec Florian Thauvin. C'est mérité pour lui, messieurs. Alors, est-ce que c'est peut-être pour vous le meilleur Payadin de ce premier quart de saison? Lucas, je te pose la question. Alors mérité, je ne sais pas parce que je n'aurai pas la comparaison avec les autres attaquants de Ligue 1 que j'ai pas autant observé que Laborde. Après pour Laborde, c'est une très belle récompense avec une très très bonne première saison réussie à Montpellier. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué pour lui, notamment en deuxième partie de saison. Enfin, qui a été coupé par le Covid, on le sait bien, mais cette saison, en tout cas, on le voit on le sent vraiment en jambes, en forme. Dans le duel aérien, il est là, donc on va en parler tout à l'heure. Dans le jeu, on voit qu'il est très utile en attaque. Il fait les efforts pour le collectif et en plus, il apporte sa pierre à l'édifice en marquant des buts et en faisant des passes décisives puisqu'il est le meilleur passeur du championnat. Et en tout cas, c'est mérité. Je pense que c'est le meilleur Payadin de ce début de saison, mais c'est une très belle récompense pour lui. Bouba, pareil. Est-ce que c'est le meilleur Payadin pour toi? Ouais, bah ouais, c'est le meilleur. J'aime pas dire un Hmm. spécialement. C'est vrai qu'il fait une gros début de saison, mais que ce soit après les chiffres, que ce soit les buts, les passes, ou même dans le jeu, il est important. Ça se bat. Comme on dit, ça se bat. Dès que ça perd le ballon, ça se bat, ça en veut. C'est important aussi. C'est important. Les mecs en veulent et qui aiment le maillot. Et oui, on sait que qui se bat, c'est un guerrier Gaëtan Laborde sur le terrain et cette récompense est méritée pour lui. Gaëtan Laborde, justement, qui est un des joueurs en Ligue 1 qui cadre enfin c'est tout simplement meilleur joueur qui cadre le plus de la tête. En 10 tentatives cadrées, c'est, comme on a dit, le meilleur en championnat. Et ça illustre un fait, c'est qu'à Montpellier, les têtes fonctionnent bien. C'est le Métropolitain qui nous rapporte cette série de statistiques. Montpellier, la meilleure équipe du championnat avec Rennes. Et donc les deux équipes ont inscrit 5 buts de la tête depuis le début de saison, donc 3 pour Delors et 2 pour Laborde. Et d'ailleurs, ces deux joueurs font partie des joueurs qui gagnent le plus de duels aériens en championnat. Delors, deuxième meilleur joueur avec 46 duels aériens remportés. Laborde suit juste derrière en quatrième position avec 43 duels remportés. Alors, on va pas vous faire réagir là-dessus, messieurs, mais on voit
que ce domaine fonctionne bien au MHSC, voilà, qu'on a deux joueurs qui sont très efficaces de la tête et c'est bon pour l'avenir. On a parlé de Delors justement dans cette série de statistiques. Il a fêté son 50e but en championnat. Il a marqué face à Bordeaux, donc son 50e but. C'était le deuxième but du MHSC. Il en est à 27 d'ailleurs sous le maillot orange et bleu. En 71 matchs, il a dépassé au classement Younes Belanda et se situe juste derrière Olivier Giroud qui compte 33 buts. Donc Delors est à la 6e place de ce classement. Il a déclaré c'est un beau chiffre et inscrire cette 50e réalisation avec Montpellier, c'est encore plus beau. Je vais essayer d'en marquer encore plus. J'essaie d'en marquer encore le plus possible sous ce maillot qui m'est cher. Donc, messieurs, la question, à l'image d'un Hilton ou d'un Camara, alors même si c'est trop tôt pour en parler, voyez-vous Andy Delors terminer peut-être sa carrière au MHSC? Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas, je l'espère, mais attention méfiance parce qu'on connaît Delors. À Toulouse, il a clamé son amour pour Toulouse. Ajaccio, pareil, fait dans tous les clubs qu'il est passé. Après, on sait très bien qu'à Montpellier, c'est particulier. Mais je pourrais même pas compter sur mes deux mains le nombre de clubs dans lesquels il est passé. On sait tous il a fait il est passé par plein de clubs. Donc c'est un voyageur autant que par ses origines que par le sportif. Mais on a quand même un espoir et une volonté qui reste à Montpellier, qui finit sa carrière à Montpellier parce que c'est sa région, c'est le club le plus huppé de sa région. Donc il y a de grandes chances qu'il termine sa carrière à Montpellier. Après, si un club comme bon, on va pas dire Barcelone, mais peut-être un Séville, un Atlético Madrid veut le recruter, je suis pas sûr qu'il veuille rester à Montpellier comme l'a fait TJ Savanier en voulant venir à Montpellier alors que l'AC Milan le voulait. Ça, je peux pas le garantir, mais on a espoir qu'il reste à Montpellier, oui. Bouba, il a l'air vraiment attaché à ce maillot, Andy Delors. Ouais, donc après, je comprends Lucas, il est assez sceptique et c'est vrai qu'il a beaucoup dit, mais après, pour voir le personnage et voir l'âge aussi, parce que 29 ans, Andy Delors. voilà, voilà, 29 ans, c'est plus, on va dire, il est plus près de la fin que ses débuts, quoi. Donc, ça se passe bien à Montpellier, il a la tranquillité, ça se passe bien au club, il est chez lui. C'est un peu comme TJ, je pense que les deux, je pense pas que les deux ils bougent. Même s'ils sont très très bons, je pense qu'ils ont le confort ici aussi. On n'est pas un club, que ce soit les supporters ou quoi, on leur met la pression. Il y a l'après-carrière aussi, ne pas oublier. Hein, ça fait un moment que je suis au club, je le vois. Les joueurs, ils sont contents, ils sont bien à la maison, après ils sont bien au chaud. Hein. Donc, ouais, partir pour faire un an ou deux dans un grand club, comme tu dis, Séville, ou voilà, il y a encore que je. Pas pour être méchant avec lui, mais bon, voilà, ces mecs-là, ils vont pas miser sur des mecs de 30 ans. Même si c'est des bons joueurs. Ouais, non, je pense que moi, j'y crois à ce qu'il dit et qu'il se sent vraiment bien. Et un des seuls qui a su, après la défaite et les deux défaites, dire qu'ils n'avaient pas été bons, il a assumé et qu'il fallait se réveiller, ils ne sont pas voilés la face. Non, franchement, j'y crois à ce qu'il dit. Et de toute façon, on verra dans le foot, ça va très vite, mais je pense que lui et TJ sont prêts pour rester un petit moment quand même. Oui, Lucas? Ouais, ben je rejoins Bouba aussi dans le fait que TJ Savanier, je pense, lui apporte un certain réconfort à Montpellier. Ça nous assure peut-être une fin de carrière à Montpellier pour Delors. Mais attention, parce que je sais que Delors était supporter de Marseille étant petit. On le voit des fois s'afficher avec le maillot de Marseille. Méfiance. Méfiance. Ouais. Effectivement, bon, ça reste à voir. On sait que voilà, il a 29 ans, il peut s'en passer encore des choses d'ici la fin de sa carrière. Euh, Deuxième question par rapport à Andy Delors, très rapidement. On a dit il a 27 buts en championnat. Est-ce que pour vous, on peut envisager qu'il aille essayer d'aller chercher le record de Laurent Blanc? Il en est loin encore, il a fait un quart du chemin, mais est-ce que ça vous paraît envisageable, Bouba? Je te vois un peu hésitant. Non, non, c'est impossible. C'est C'est impossible pour impossible. toi? Ben, même déjà le record de Laurent. Rafraîchis-nous la mémoire. 82 buts? Excusez-moi, rafraîchis-nous la Non, mémoire. Non, 82. c'est 82, il me semblait. il me J'ai semble pas que le c'est chiffre sous les yeux. 84, je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là, De toute ouais. façon, si c'est 80, il en est pas à la moitié Ouais, encore. non, Hein. non, non, mais je crois Oui, que c'est voilà, c'est ça, ouais. 84. Ouais, Non? bon, oui, oui, non, mais oui, hein, je vais vous donner le chiffre dans quelques secondes, Lucas. Toi, que ça paraît trop loin, il en a 27.
pour atteindre les 80 et quelques, ça paraît encore Mais déjà, les trop records. juste. Lucas? Bah, il serait à une quarantaine de buts. Ouais, ouais. Laurent Vas-y. Blanc serait à une quarantaine de buts. Je te dirais oui. Mais là, 80, ça semble compliqué. Je pense que Delors, il a encore 3 ou 4 saisons de haut niveau où il aura les jambes encore à Montpellier. Ça fait quoi? Ça fait peut-être, s'il est constant, ça peut faire 15 buts chaque saison. En soi, c'est possible. Mais c'est très compliqué quand même, hein. Pas dans le foot moderne. 84 buts, donc le record de Laurent Blanc, toute compétition confondue. Et ben on verra ce que ça donne pour Andy Delors. Il a quand même quelques années devant lui. Dernière actu, Montpellier qui a la main verte. Le classement qui a été dévoilé des pelouses. Montpellier est la meilleure pelouse de Ligue 1 avec une moyenne de 18,34 sur 20. Le Montpellier-Reims se situe devant Lens et Reims comparé aux années précédentes où Montpellier était plutôt dans le bas du classement à cause de problèmes de champignons. C'est plutôt rassurant de voir qu'on a un beau billard sur la pelouse de la Mosson. Mais si on passe à la deuxième partie de l'émission, le débriefing de Bordeaux-Montpellier, on va parler un peu de ce match en long et en large. Un match équilibré en première mi-temps pour faire le résumé de cette rencontre. Un but de Mollet au retour des vestiaires, la 48e, donc sur une passe décisive. La 5e de Gaëtan Laborde, on en a parlé. Delors a doublé la mise à la 66e sur une superbe contre-attaque, une belle action collective. Et Montpellier donc qui enchaîne un deuxième succès de rang à l'extérieur après la victoire la semaine passée contre Saint-Étienne. La question habituelle, que retenir de cette rencontre, Lucas? Bah, on va retenir que enfin on confirme une deuxième victoire, une deuxième victoire consécutive. Ça fait longtemps, je pense, j'ai pas la date, mais ça fait longtemps qu'on avait. Oui, dis-moi. Mai 2019 Tu l'as- pour avoir deux succès de rang à l'extérieur. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas gagné de succès Mm. consécutifs. Ça fait du bien dans les têtes et aussi au niveau comptable. Enfin, on prend de l'air au classement. On se fait du bien. Et je retiens aussi une très belle performance, notamment en deuxième mi-temps où nos attaquants ont été très efficaces, et notamment en contre-attaque à l'image du deuxième but. Et on retrouve des joueurs qui sont en confiance et qui se plaisent dans ce schéma tactique qu'est le 4-3-3. Bouba, toi, qu'est-ce que tu as retenu? Ouais, ben voilà, on avait su critiquer quand il fallait la défense, le jeu, tout ce qu'on veut. Et là, on voit que quand on a un mec en 6 et que tu as TJ et Mollet qui organisent, ça va très très vite le ballon. Avec des mecs qui bougent bien devant. Bon, on m'avait Didier a été un peu, on va dire, un peu plus en dedans là, mais bon, Mm. on peut pas les avoir. Si à tour de rôle, il y en a un qui brille, c'est parfait pour le club, hein. Ah, Et on puis y pense. il a tenté aussi, il n'a pas été Oui, totalement transparent. après c'était pas le match, voilà, c'était un match Mm. vraiment particulier. Après, ouais, moi je noterais surtout vraiment, que ce soit du départ à l'arrivée, le but d'Andy, quoi, monstrueux, quoi. Mm. Que ce Ah soit oui, dans la récupération, la super passe en profondeur de TJ, le contrôle, la le frappe. contrôle du pied gauche, le contrôle du pied Ouais, ouais, gauche ouais, qui le magnifique. met Des dans la deux. course sans le ralentir. Enfin, Ouais, il y a voilà, tout qui est parfait dans ce but. c'est du pur football, quoi. Je veux dire, Mm. c'est ce qu'on aime, hein, c'est ce qu'on prend. Après, le premier est pas mal parce que voilà, bon débordement, centre, il faut la mettre. Non, franchement, c'est agréable à voir. Après, c'est vrai que voir si ce schéma, on peut le continuer. Mais on a les On va en joueurs parler, pour oui. depuis le début, on le dit. Donc, on a les joueurs pour. Donc, voilà, on va espérer, hein. Mais bon, ce qui est bien, c'est que Derzac a changé et c'est ce qu'on apprécie aussi. Et il faut le souligner quand les choses sont bien Ouais. faites, évidemment. Lucas, j'ai envie de te dire, on n'a pas tellement été surpris au cours de ce match. On en a parlé sur l'avant-match de Bordeaux-Montpellier avec Anthony, supporter girondin. Il nous avait dit que lorsque Bordeaux encaissait le premier but, toute l'équipe s'écroulait. C'est un peu ce qui s'est passé. Oh, ouais, tout à fait ça. D'ailleurs, c'est la première. Il nous parlait de la stat que Bordeaux n'avait jamais perdu à domicile. Bingo. On l'a éteinte. Ouais, bingo. Et effectivement, oui, on a senti que Bordeaux, quand ils ont subi l'ouverture du score, c'était plus du tout la même équipe. Les seuls dangers
qu'on a pu avoir, c'est Ben Arfa 2 fois qui a percé notre défense. À part ça, rien du tout. Et une fois qu'on a ouvert le score, peut-être que moralement, Bordeaux était fini psychologiquement, parce qu'on sait qu'ils sont très en difficulté cette saison. On en a parlé la semaine dernière. Et oui, pour répondre à ta question, c'était un autre Bordeaux qui en première mi-temps nous a quand même inquiété à plusieurs reprises. Bouba. Ouais, ben ouais, pareil. Ce que je dis aussi, c'est les stats. On a relancé les équipes, mais là, ils n'avaient jamais perdu, ils n'avaient jamais pris de but aussi chez eux. Hein. Et Et, oui, 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 c'est ça. Ben, J'avais et on pris de les a but à enfoncés, domicile. justement. Mm. On les a voilà. enfoncés. C'était le débat qu'on avait la dernière fois. C'était Donc, Et c'est ça. c'était même, confirmer Sainté pour enfoncer Bordeaux. c'est ça. Et c'était le gros point fort de cette équipe. Et la défense, on savait, voilà, comme l'a dit Boba, c'était une des équipes enfin, cette équipe n'avait jamais pris de but à domicile. Avant le match à Monaco, c'était une des meilleures défenses du championnat. Et donc, Montpellier a parvenu à trouver les clés au retour des vestiaires pour enfoncer Bordeaux, comme on l'avait dit la semaine dernière, confirmer Sainté pour enfoncer Bordeaux. C'est ce qui s'est produit et on en est très satisfait. Les notes Esprit Payade pour ce match. Alors, elles ont été publiées sur le site le lendemain. Berthaud 6, Sambia 6,5, Congrès 6,5, Mendes 6,5 également, Oyongo 4,5, Ferry 6, Savanier 7, Mollet 7, Laborde 6,5, Delors 7 et Mavidi 6. Messieurs, un top et un flop, comme d'habitude. Lucas, je te donne la parole. Je vais commencer par le top, Laborde, tout simplement, parce que pour moi, je l'ai vu partout. C'est lui qui fait la passe décisive pour Mollet. Il est aussi à l'origine si je dis pas d'erreur, du deuxième but. C'est lui qui lance Savanier. Ouais, Oui. tous les deux. Ouais. C'est lui qui lance Savanier. Moi, je l'ai vu mettre le feu partout à la défense de Bordeaux en deuxième mi-temps. Et puis, comme j'ai dit en début d'émission, il fait les efforts pour l'équipe. Et c'est mérité pour moi. Et pour lui aussi, surtout. Un flop, c'est compliqué de mettre un flop sur ce match. Hein. Mais ouais, comme l'a dit Bouba, peut-être Mavididi, un peu en deçà du reste de ses coéquipiers. Il a moins inquiété les Bordelais. On pourrait mettre aussi Ferry qui a été un peu en dessous en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps, mais là c'est vraiment mettre un flop pour mettre un flop. Ouais, ça Ouais, cherche la voilà. petite bête un peu, ouais. Parce que tout simplement la victoire est collective. Exactement, c'est ça, le collectif à la base de cette victoire, Booba, pareil, un top et un flop. Ouais, ben, je vais revenir. Hein. Je pense que ouais, c'est toujours difficile à dire. Ouais, voilà, je mettrai la board. Mm. Et de flop, je mettrai Mavididi, mais pourtant je l'adore, hein, mais c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu. Après, pour les notes, je vous trouve assez sévère, assez sévère, les gars, quand même. Pour Yongo, 4,5, tu m'as dit? Oui, 4,5. 4,5, oui. C'est quand même très, très, très bas. Après, voilà, ouais, non, après, ouais, on a fait un match propre. Après, franchement, c'est pas pour être méchant et Bordeaux, mais il n'y a personne en face, quoi. Je veux dire, C'est ça. Et je vous invite à aller voir les notes de l'équipe que nos confrères d'Allez Payade ont partagé. Là, c'est sévère. Hein. Là, c'est ah violent. ouais? Ah oui, Il y m'avait a, il y dit, a- il il y a a un 3. 3 Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. c'est ça. Allez regarder, vous verrez qu'on n'est pas si sévère que ça. Hein. Et Oyongo, il a même un 4 dans l'équipe, me semble, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais, mais après, ouais, je sais pas. Après, voilà, il n'a pas fait non plus de catastrophe. Après, voilà, on sait très bien le niveau. Quand Ristic va revenir, ça va être un peu plus compliqué pour lui, comme Junior à c'est ça. droite. Voilà. Donc après, il On va en parler faut. de Sambia, justement. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Après, ouais, après, pour en revenir, quand même, il faut noter quand même, ça fait 2 matchs, 2 victoires et surtout 2 clean sheets pour Berthaud, alors qu'Omelin a toujours pris minimum un but par match. Hein. À Attention, noter Bouba, ça va que. arriver. Ça va arriver. Comme On va en dirait parler Dorian, on va également. en parler. On va en parler, Voilà. exactement. Et, Ah, je te spoil. mais oui, mais de toute façon, c'est bien d'annoncer les petits débats qu'on aura au cours de cette émission. Bon, sévère dans les notes, oui. Alors, il y a quand même il y a Oyongo qui a moins de la moyenne, 4,5. Sinon, tous les autres joueurs ont 6 ou plus, ce qui reflète, comme l'a dit Lucas, la bonne prestation collective de l'équipe lors de cette rencontre. Montpellier qui enchaîne donc un second succès consécutif à l'extérieur depuis mai 2019, sachant que la saison passée, Montpellier est allé s'imposer qu'une seule fois hors de ses bases, c'était à Amiens. Et là, ça y est, Montpellier confirme enfin à l'extérieur. Lucas, est-ce que c'est signe d'une régularité retrouvée pour le MHSC?
Je pense oui, et ça va faire lien à ce qu'on va au sujet qu'on va avoir après sur le 4-3-3. Je pense que le 4-3-3 va nous permettre, d'avoir cette régularité et on voit que dans ce dispositif à la fois contre Saint-Étienne et contre Bordeaux, on ne joue pas du tout pareil qu'en 5-3-2 et tout simplement peut-être qu'on va être friable défensivement, dans quand on va jouer contre des équipes un peu plus fortes que Saint-Etienne et Bordeaux. Mais à l'image du match contre Bordeaux, avec ce 4-3-3, on peut penser qu'on va avoir une régularité parce qu'on a une équipe qui est en train un 11 qui est en train de se former et ça promet de belles choses. Ouais. Bouba, la Ouais, régularité, ben, c'est ça, le maître mot à l'heure actuelle. ouais, en fait, c'est surtout. Ouais, ce que je disais, c'est même pas ça, c'est qu'on peut pas ficher. On peut pas choisir deux matchs comme ça où, tu vois, Saint-Etienne et Bordeaux, ils étaient au plus mal. J'ai pas envie de trop m'enflammer, moi. Honnêtement, je suis content pour le schéma parce que ça fait un moment qu'on en a parlé. Et comme j'avais posé il y a deux, trois émissions, j'avais poussé un peu mon coup de gueule sur ça. Mais autant dans l'autre sens, il faut pas s'enflammer non plus parce que tu as deux équipes qui étaient vraiment, vraiment pas bonnes. Je crois que Bordeaux, ils ont cadré un tir la semaine dernière. Ça. Ouais, voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas fou, quoi. Il y a des matchs où on a pris. Autant dans un contexte, ouais, on va dire, ouais, je suis content, on est tous contents d'avoir des victoires, mais j'attends de voir un peu plus. On a quelques matchs qui arrivent intéressants, là, à voir un peu. On va en parler, Je ouais, du pense que calendrier. Strasbourg, ouais, voilà, les mecs un peu plus dans le jeu ou quoi, mais voir autre chose parce que ouais, là, c'est deux équipes qui étaient vraiment pas très très fortes. T'enlèves Ben Arfa, ils sont 20e. C'est, voilà, Mm. et puis il n'y a rien. Après, ouais, non, ouais, voir, je demande d'avoir ce schéma plus souvent. Et de toute façon, on a le groupe, voilà, on a dit, redit, on avait la première mission au début de saison, on en parlait aussi. On a on a le groupe pour et des joueurs de ballon pour jouer comme ça. Il faut arrêter de jouer derrière. De toute façon, il faut mener le ballon. Quand tu as TJ et Mollet, il ne faut pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Il faut jouer au ballon, quoi. Et voilà, c'est Lucas? tout. Ben, je rejoins tout à fait Bouba sur le fait qu'il faut pas s'enflammer, mais j'ai envie de dire que peut-être que contre Saint-Etienne et Bordeaux, si tu joues un 5-3-2, tu gagnes pas et tout simplement tu joues pas de la même façon. Et c'est là que j'ai envie d'appuyer mon opinion, c'est qu'avec ce schéma tactique, on joue totalement différemment. Ah Et oui. là, on se régale à les voir jouer. Alors justement, donc on en a parlé depuis plusieurs semaines il fallait peut-être s'orienter vers un changement. On en a parlé notamment après cette défaite 4-0 à domicile face à Reims. Du coup, Der Zakarian a réagi. Il a instauré ce 4-3-3 face à Saint-Etienne. Ça a marché. Victoire 1-0, clean sheet, solidité défensive et de la présence en attaque. Ça s'est confirmé contre Bordeaux avec le même schéma de jeu et un peu les mêmes intentions, les mêmes caractéristiques dans le jeu. À Montpellier qui a toujours été solide défensivement et qui a réussi à se créer des occasions en attaque. Au vu des matchs à venir, est-ce qu'on peut imaginer que ce 4-3 devienne indiscutable, que ce sera le schéma de prédilection pour les matchs à venir, Bouba? Ben, moi, je pense pas, justement, tu vois. Je pense que les gros matchs, il faut le garder. C'est-à-dire, quand Mhm. tu joues des grosses équipes, il faut les jouer parce que c'est notre force. De pouvoir contre-attaquer et tout. Il faut savoir alterner les deux, quoi. C'est là où oui, on était trop prévisible. Ça fait 3 ans qu'on joue comme ça. On fait les réunions supporters club. On en avait parlé Mm. avec lui il y a 3 ans avec Don de jouer comme ça et depuis il n'a plus bougé. Donc après, j'adore Michel, mais bon, il faut savoir, c'est là où il y a toute son importance avec le staff, c'est d'adapter en fonction des joueurs, comme Lucas a dit. Bordeaux, Saint-Etienne, peut-être qu'à 5, ça ne marche pas si tu restes derrière. Là, il faut les perturber, il faut y aller au ballon, il faut aller au milieu. Paris, si tu joues comme ça, je pense que c'est pas la solution aussi. Tu risques d'en prendre beaucoup derrière. Parce qu'avec un milieu, parce que bon, à 5 derrière, moi je pense plutôt dire 3 derrière et 5 au milieu dans ce schéma en fait. Parce que les mecs, pour fermer les couloirs contre Paris, c'est pas mal. Après, voilà, si tu joues Lorient, comme on a à Strasbourg et tout, tu peux jouer en 4-3-3. Il faut jouer au ballon, mais après, il faut adapter en fonction de l'adversaire. Je pense que c'est là où il va être important, Derzak, c'est savoir s'il s'est passé de changer. À nous, on verra, hein, mais je pense que s'il arrive à changer, alterner, on a quelque chose à faire et ça sera la belle surprise. Et c'est peut-être même une force pour Montpellier de maîtriser donc deux systèmes de jeu, Lucas. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le 4-3-3 va devenir notre schéma tactique
préférentiel, providentiel. Mais c'est clair que quand on va jouer contre Paris, Lyon, Monaco, contre des gros calibres du championnat avec des grosses attaques, je ne pense pas qu'on va rester en 4-3-3. On va intégrer Hilton en 5-3-2. Bon, ça va faire partie des sujets, notamment est-ce qu'on fait venir Hilton ou pas. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que Hilton jouera en 5-3-2. Je pense, en tout cas, selon moi, face aux grosses écuries du championnat. À moins que on fasse la méthode Bielsa à Leeds où on mise tout sur l'attaque, même contre les gros, quitte à prendre des buts, mais au moins on en marque. Mais je pense pas que ce soit le profil de Zakarian de faire ça. Oui, ouais, enfin, est-ce qu'on peut dire que aussi la solidité défensive du MHSC qu'on a vu ces 2 derniers matchs s'explique aussi par le fait qu'ils ont peut-être plus le ballon, qu'ils vont un peu plus de l'avant et donc du coup qu'on est moins sujet à des offensives adverses comme on avait pu le voir face à Monaco. Bon, dans une bonne mesure parce qu'ils étaient réduits à 10. Qu'est-ce que tu en penses? Je redonne la parole, Lucas, mais voilà, sur le fait que peut-être Montpellier a plus le ballon, se crée plus de situations et donc du coup l'adversaire a moins de possibilités de trouver les failles de notre défense. Ben, moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne comprends pas pourquoi à 4, on est meilleur défensivement qu'à 5. Peut-être parce Moins que de nos présence au milieu? latéraux, peut-être, et peut-être Non. parce qu'aussi non, au milieu, ça change rien parce qu'on a juste un attaquant en plus. Oui, c'est un attaquant. Mais peut-être parce que nos latéraux se projettent moins devant, font moins d'efforts et sont plus présents défensivement, c'est une option. Après, vu on attaque peut-être mieux les matchs, on est plus présent offensivement, peut-être que ça laisse moins aussi le ballon aux adversaires qui ont moins d'opportunités. C'est l'option que j'envisage, mais je ne saurais pas vraiment répondre à cette question. Bouba. Ouais, donc en fait, je vais vite résumer là quand on parle de tactique. Mais en fait, les gens, ils pensent qu'on joue à 5, mais on joue pas à 5 du tout, on joue à 3 en fait. Et donc du coup, les latéraux qu'on a, que ce soit Souquet ou Yongo ou Ristich et Junior, le problème, c'est que c'est des mecs, du coup, ils se projettent à fond vers l'avant quand on joue comme ça. Et moi, après, voilà, je trouve que sur le côté, ils ne sont pas à la hauteur, comme j'ai déjà dit, des Roussillon et Aguilar, pour pouvoir faire le piston, ou même quand on a Ulan, les pistons qui reviennent sur les côtés. Le truc, du coup, c'est qu'on se fragilise et on laisse 3 mecs dans l'axe et souvent Hilton est court, du coup, parce que ils sont obligés de dézonner. On a bien vu, hein, le foot, c'est simple, hein. Il y a des erreurs parce que le latéral est plus là, le mec il est obligé d'aller sur le côté, faire des fautes. Alors qu'à 4, les mecs jouent à plat et que ce soit Junior ou Yongo, n'ont pas besoin d'apporter autant parce qu'il y a Laborde, Mavididi et même, on a vu Andy, tout ça, ça bouge. Et ce que j'ai vu qui m'a plu à Bordeaux, c'est Mollet qui a plus, il s'est bougé le cul défensivement, quoi. Il en a plus voulu qu'à Saint-Etienne. Donc je me dis, les mecs devant, ils font le taf aussi, donc ils mouillent le maillot. À 4, on est plus solide pour ça. Quand on joue à 5, en réalité, on joue à 3 et on se fragilise sur les côtés. Parce que les mecs, c'est des attaquants, c'est même plus des défenseurs. Alors qu'au départ, c'est des défenseurs. Mais c'est le football moderne qui veut ça aussi, hein. Mais à 4, je trouve qu'on est plus sérieux défensivement. Alors, je te pose juste la question, elle servira, tu en parleras sûrement la semaine prochaine quand on aura le sujet, mais tu parlais de Vitorino Hilton. Toi, tu le verrais plus à l'aise dans un système à 4 derrière ou donc à 3, comme tu l'as dit, dans ce 3-5-2. Quel est pour toi le système qui lui conviendrait le mieux? Parce qu'on a beaucoup dit que Hilton ne se sentirait peut-être pas à l'aise dans ce système à 4. Ben déjà, quand le changement, on avait vu la réunion de crise au club avec les supporters et Laurent et tout, il y avait eu le coach, on en avait parlé. Justement, on avait vu à 4 que Hilton, déjà il y a 3 ans, il galérait. Et on est passé à 3 par rapport à lui pour le soulager. Ça a bien marché. Mais encore une fois, je reviens, on n'avait pas les mêmes latéraux. Donc, Mm. c'est pas le même jeu. Pour moi, 5, voilà, 5, voilà, 3 centraux, il peut. À 4, pour moi, ça va être très, très compliqué. Il pourra, mais ça va être très compliqué, quoi. Lucas, sans t'éterniser, peut-être si tu veux réagir, on en parlera plus en détail la semaine prochaine. Je vais garder mes propos pour la semaine prochaine. Eh ben, c'est très bien. En tout cas, il y a un joueur qui semble être à l'aise beaucoup plus dans ce système à 4. Il s'agit de Junior Sambia. Il a profité de l'absence d'Arnaud Souquet, suspendu pour le match à Saint-Etienne. Il était titulaire également face à Bordeaux. Il a été auteur de 2 bonnes prestations lors de ces 2 matchs. Est-ce que vous pensez
qu'il est peut-être, dans le cas où on garderait ce système en 4-3-3, est-ce qu'il est en train de gagner sa place de titulaire dans ce système de jeu, Lucas? Très, très probablement oui. Parce que tout simplement, on le voit dans ce système à 4 meilleur défensivement que Souquet. Il apporte aussi énormément offensivement, même si contre Bordeaux, il n'a pas non plus trop inquiété la défense bordelaise. Mais on le sent vraiment polyvalent, que ce soit offensivement ou défensivement. Il n'a plus ce côté nonchalant qu'on pouvait lui reprocher au début qu'il a rejoint Montpellier, même la saison dernière. On le retrouve quand même de temps en temps, mais on voit un autre Sambia depuis qu'il est revenu du Covid, tout simplement. Peut-être qu'il voit le football autrement maintenant et qui s'est remis en question tout simplement. Peut-être qu'aussi le 4-3-3 lui convient mieux qu'un 5-3-2. Mais il faut dire aussi que Sambia était parfois utilisé au milieu. Der Zakarian ne savait pas tellement comment l'utiliser. Il l'utilisait en tant que joker au milieu. De temps en temps à droite, il n'avait pas vraiment un poste fixe. Maintenant, il semble s'imposer à droite. Et je pense que ça peut être un sérieux concurrent à Souquet qui a du souci à se faire. Bouba, même avis que Lucas ou enfin voilà, qu'est-ce que tu en penses Ouais, des dernières prestations ouais. de Junior? Moi, voilà, je pense que vous le savez, j'aime beaucoup ce joueur. Et déjà, l'année dernière, il a fait quelques matchs à droite. Pour moi, c'est son poste. À droite, il va très bien. Que son joue à 3 ou à 4, hein, franchement, il fait le taf. Après, comme tu disais, Lucas, mais il est très jeune. Donc, on sait très bien que les préparations sur chaque joueur, et c'est une surprise quand on a des joueurs au club. À chaque jeune, chaque pré-saison, on va dire la préparation, les joueurs évoluent et changent. Je me rappelle le souvenir de Bamogo qui n'était pas très très bon. Il a fait une grosse prépa, il a fini meilleur buteur avec 16 buts. Donc ça ne veut rien dire et moi j'ai confiance et voilà, je pense que, comme tu disais, de savoir qu'il a la place à prendre à droite. Et pour moi, il est 10 fois, voilà, pour moi, il est titulaire à droite. Basta, il y a pas de, voilà, il y a pas de débat pour moi, hein. Donc Pour moi, il est à droite. pour toi, donc voilà, c'est lui qui doit prendre la place d'Arnaud Souquet. Enfin, dans un duel entre Sambia et Souquet, tu prends Sambia. Oui, enfin, ah oui, mais 10 fois. 10 Ok. fois. Bon, ben, très bien. Ben, on verra ce qu'il en sera pour les prochains matchs. Alors, un dernier débat concernant ce secteur défensif. On va plus parler du poste de gardien entre Omlin et Berthaud. Il y a cette stat qui a fait beaucoup parler. Omlin qui a fait ses 7 premiers matchs sous le maillot de MHSC qui n'a pas fait de clean sheet. Berthaud, sur ses 2 premiers matchs, il a fait 2 clean sheets. Alors, on n'a pas comparé les tirs qu'ils ont subis, mais la stat est tout de même présente. Berthaud a été rassurant dans les buts. Beaucoup étaient un peu sceptiques sur le fait qu'il soit titulaire pendant la blessure d'Omlin. Mais il a été rassurant. Et est-ce que pour vous, il est en train de bousculer la hiérarchie des gardiens de but? Alors, je te pose la question, Lucas, parce que on en a parlé dans la parole aux supporters. Est-ce que pour toi, Berthaud est en train de bousculer la hiérarchie? C'est une question qui peut se poser, mais non, c'est encore trop tôt pour le dire. Surtout qu'il a fait 2 matchs contre Saint-Etienne et Bordeaux. C'est le néant total côté offensif pour les 2 équipes. Après, certes, on a vu un Berthaud qui a été rassurant dans ses buts. Franchement, moi, comme tu l'as dit, j'étais sceptique quand j'ai su que Comlin était blessé. Mais on a vu un Berthaud à l'aise dans ses sorties aériennes tout de même. Et puis notamment sur ses dégagements au pied, franchement, très bon. Donc, rien à dire sur Berthaud. Il a été très rassurant. Il a fait de belles performances et un très bel arrêt face à Bordeaux, notamment. Après, de là à dire qu'il va en concurrence au Moulin, qui a été recruté 6,5 millions d'euros pour remplacer Geronimo Rulli, là, c'est encore trop tôt pour le dire parce que même si Omlin n'a pas convaincu totalement les supporters payadins, on sait que c'est quand même une valeur sûre pour Montpellier dans les cages. Mais c'est tout de même bien de savoir qu'on a un deuxième gardien remplaçant qui peut être au niveau de la Ligue 1. Bouba, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Ouais. il y a des bases, qu'il n'y a pas des bases sur ce poste de gardien de but? Alors déjà, deux choses, il n'y a pas débat.
Pour moi, il n'y a pas débat. Omlin est le numéro un. Après, c'est pas pour être méchant avec Dimitri, hein. J'aime beaucoup. Je suis attaché aux joueurs formés au club. Il a fait 2 clean sheets, mais bon, il a pris un tir cadré en 2 matchs. Donc, c'est pas méchant, tant mieux. C'est Par ça, contre, j'avais pas la stat, mais faut- c'est vrai qu'il a subi moins de tirs je que viens qu'Omlin. je viens de regarder en fait sur Saint-Etienne pendant qu'il parlait Lucas en fait. Après, autant il a été démonté, ça me fait un peu chier honnêtement entre nous parce que c'est un mec qui a été formé au club, on lui a pris à chaque fois un mec devant lui, il ferme sa gueule, il travaille. Il travaille beaucoup avec Teddy Richard. Les échos que j'ai, c'est que c'est un bosseur. Le mec, on le pourrit, il ferme sa bouche, il joue. Quand il doit jouer, il fait pas de cagade, il se défend. On a eu des chèvres à Montpellier, il ne faut pas l'oublier quand même dans les cages. Le mec il se bat, il est très très jeune, donc il progresse, un gardien, ça, voilà. Et après, voilà, Lucas en a parlé, la progression du jeu de pied, même moi j'ai été surpris. C'était un peu son point faible, donc je note qu'il a pas mal fait de bonnes choses, plus à Saint-Etienne que Bordeaux. Et après, non, le débat, il n'y est pas quand même. On rigolait pour dire ça pour les buts pour Emeline, parce il a pris un but à chaque fois. C'est sûr, c'est pas Roulis, c'est pas le compte, mais laissons-lui le temps un peu. Et c'est un très très bon gardien. Il ne serait pas titulaire à Montpellier. Darzac, il n'est pas fou, quoi. Il n'aurait pas pris, il n'aurait pas mis titulaire s'il n'était pas bon. Donc on le sait, il a fait des beaux arrêts, on a eu des matchs. Non, là, il n'y a pas débat. Après, voilà, on sait que s'il y a plus, si Omni est blessé, on sait que Dimitri est pas mal et il fait le boulot, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas de souci, mais bon, il n'y a pas de débat par contre. Ouais, voilà. Et après, on verra pour plus tard. On ne sait pas l'année prochaine ou quoi, qu'il continue à travailler. Avec l'âge, il peut prendre la maturité et tout. Et c'est rassurant pour le club quand même d'avoir un gardien, un bon jeune derrière. Mm. Donc après, non, mais voilà, voilà, je veux bien le défendre. Il a fait des trucs, il a bien progressé, mais non, là, on parle pour jouer au top 10, hein. Ouais. Ben, trop tôt, du coup, peut-être pour mettre ce Ouais. débat complètement sur la table. On va terminer notre partie débat enfin, sur les joueurs par le dernier qui a fait débat justement ces derniers temps. Il s'agit de Florent Mollet qui a eu son rythme cassé avec le Covid, lui qui l'a attrapé en début de saison avant le début du championnat. Ça a été compliqué pour revenir et il a montré quelques difficultés lors des premiers matchs à domicile. Là, on voit que depuis qu'il est titulaire, depuis la suspension de TJ Savanier, notamment lors des matchs contre Saint-Etienne et là contre Bordeaux, associé justement à TJ, il a montré de bien meilleures choses, notre Florent Mollet. La question elle est toute simple, est-il revenu à son meilleur niveau, Lucas? Son meilleur niveau, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être le niveau qu'on a connu quand il arrive à Montpellier. Parce que je ne sais pas si on va dire s'il est au meilleur de son niveau, de son potentiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il revient à un très bon niveau. Il avait été très en difficulté en début de saison, notamment, ben, on l'a dit, avec le Covid, difficile après. Quand tu as le Covid, après, tu ne peux pas t'entraîner de 10 ou 15 jours. Forcément, ça. Et quand c'est le début de saison en plus, on va dire que ça tronque un peu la préparation et lui sa forme physique. Savanier en meneur de jeu, on va dire l'a un peu mis a éteint un peu la lumière de Mollet. Savanier était très bon en meneur de jeu, mais là on voit qu'avec le retour de Mollet dans un 4-3-3, Mollet en poste on va dire de numéro 9 et Savanier un peu reculé en sentinelle, et ben on voit que Mollet et Savanier déjà sont très ils arrivent très bien à s'entendre tous les deux. Voilà, Et ils sont pas incompatibles, les deux ouais, gentlemen. ils sont très compatibles quand même, je Mhm. trouve, au milieu de terrain. Et c'est une force pour nous et pour Mollet aussi qui arrive à retrouver le niveau qu'il avait eu en signant Montpellier. Et c'est très bon pour lui, oui. Alors Bouba, même question, et c'était aussi une question qu'on avait en début de saison. On se disait qu'on pouvait peut-être pas associer Mollet et Savanier au milieu de terrain. Le match de Bordeaux nous a montré que ça pouvait être totalement le contraire. Ah ben, moi, j'ai jamais pensé ça, quoi, au contraire. Parce que je pense que TJ a le bon côté pour organiser et d'avoir un deuxième mec technique pour l'aider, c'est encore mieux. Et en plus, il fait des tâches défensives. Après, TJ aime bien être à côté d'un joueur comme ça, hein. Pour le connaître, c'est lui jouer 10, c'est pas son truc aussi, hein. Il aime bien jouer entre les deux, hein.
Donc, tu vois, il a Ferry, c'est son meilleur pote à côté de lui. Il fait des efforts, il a Mollet. Après, il a l'entente avec les mecs devant. Donc, c'est parfait. Avec Mollet, là, ils peuvent créer à chacun à tour de rôle le décalage. Non, c'est intéressant. Je pense que ça va être très, très intéressant. À pas oublier, vous avez dit le Covid, mais il a pris aussi un carton rouge. Donc, les matchs, j'ai regardé vite fait. Il a joué la valeur de 4 matchs et demi sur les 10 matchs. Et il a mis 2 Mm. buts. Ouais, franchement, on ne peut pas encore trop juger réellement, quoi. Ça a explosé Avec, lors du premier match à Rennes, hein, ouais, si j'ai ouais, bien voilà. compris. Donc, ouais. On perd 2-1 limite à l'extérieur. La seule défaite avec un carton rouge de Mollet et on perd juste. Donc, on va voir avec sur la durée. Là, on va voir. Là. Moi, je pense que ça, il peut monter encore un peu plus haut, quoi. Mm. Après, Oui, il n'est pas à son meilleur avoir, niveau pour répondre à la question, c'est ça que tu veux dire? ben ouais, je pense que ce que va vous dire Lucas, c'est dur de dire le meilleur niveau parce que je pense qu'il a une marge de progression. Et comme les deux autres qu'on a dit, comme TJ et Andy, il a le même âge, hein. Mm. Donc 29 ans dans le football, c'est parfait, quoi. On a la chance d'avoir une belle génération, on peut faire quelque chose. Que ce soit cette année et l'année prochaine, maintenant il faut enchaîner et il faut y aller, quoi. Et quand tu repenses excuse-moi, quand tu repenses aux années galères qu'on a eu à Montpellier et que tu te permets d'avoir un milieu avec Mollet et Savanier, Ouais. ça fait quand même plaisir et tu te dis qu'on revient de loin, quoi. Ah oui, c'est sûr. Avec Ferry en complément et des joueurs comme Dolly, Chotard sur le banc et le Talek qu'on n'a plus vu, mais c'est vrai que voilà, on a de l'apport aussi concernant les remplaçants. Ouais. On va faire, messieurs, un petit bilan de cette partie-là de saison qu'on a eue. Alors, on avait fait un bilan première partie de saison à la dernière trêve internationale. Depuis 4 matchs se sont disputés. Alors, il y a eu le match nul à Monaco, un partout. Alors, Montpellier qui a été réduit à 10 très vite et qui avait ouvert le score en début de deuxième mi-temps à 10 contre 11 et qui s'était fait égaliser sur penalty. Il y a eu la défaite 4-0 face à Reims, rien à dire là-dessus. Et puis après, Montpellier qui a réagi en changeant de système, victoire 1-0 sur la pelouse de Saint-Etienne, victoire 2-0 sur la pelouse de Bordeaux. Quel bilan on peut faire de cette partie-là sur ces 4 derniers matchs depuis la dernière trêve internationale? Bouba, je te pose la question. Ouais, ben, ouais, déjà, moi, j'ai du mal depuis, on parle de la trêve, mais je parle depuis la défaite de Nîmes. J'espère, le bilan, je le ferai après le match de Nîmes, moi. Perso, ils peuvent gagner tous les matchs, c'est le plus important. Donc après, c'est un peu pourri ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Après, juger les 2 derniers matchs, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas juger, quoi. Il n'y a personne en face. Euh, ouais, je pense que le vrai bilan, je pense qu'on le fera après Paris, pour moi, d'avoir joué quelques autres équipes là, un peu dans le milieu de championnat et Paris, quoi. Lucas? Excuse-moi, j'avais un doute, il y a pas eu Nîmes après la dernière trêve? Avant la trêve, C'était avant? Ah, moi, c'était D'accord, Nîmes et la trêve juste avant. sur le d'accord. match. Voilà. Juste avant. Donc on a bien eu 2 semaines D'accord. pour ruminer Ok, après Ah, j'avais le un mais doute. match. c'est horrible. Ben, le bilan qu'on peut tirer depuis la dernière trêve, c'est que on a été en difficulté, notamment face à Monaco et Reims à cause du carton rouge. Et Reims, tout simplement parce que c'était la fin peut-être de l'ère du 5-3-2. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a un Der Zakarian qui s'est remis en question et qu'on a un 4-3-3 qui s'est installé et qui promet qui a de belles perspectives. Exactement. Alors justement, les belles perspectives, on va en parler puisque Montpellier va enchaîner 7 matchs en l'espace d'un mois parce que la trêve internationale, la trêve hivernale va intervenir le 23 décembre. Donc d'ici là, il y aura réception de Strasbourg dimanche prochain. Ensuite, Montpellier se déplacera à Lorient le dimanche d'après. Réception du Paris Saint-Germain le week-end qui suit. Ensuite, déplacement à Lens. Et c'est là où c'est particulier. Après ce match à Lens qui se jouera le week-end, Montpellier va recevoir Metz en semaine, se déplacer à Brest le week-end qui suit et recevoir Lille en semaine le 23 décembre. Et la trêve aura lieu en milieu de semaine après ce match face à Lille. Donc 7 matchs au programme, 4 à domicile, 3 à l'extérieur. On va faire une petite projection. Alors Montpellier est à l'heure actuelle 7e du classement avec 17 points. À quelle place sera le MHSC à la trêve? On repose la même question, Lucas. Un petit pronom sur la place à laquelle sera le MHSC à la trêve. Allez,
j'ai même envie de tenter 4e. Là, je suis optimiste hein, comme à chaque fois, mais On va quand dire, tu vois il y a que deux gros. Il y a que ouais. deux gros, Et c'est oui, ça et c'est le. pour ça. Après, on sait très bien qu'à Montpellier, on a du mal souvent face aux entre guillemets petites équipes. Mais il y a quand même 15. J'ai compté pendant que tu disais, il y a quand même 15 points, on va dire potentiels sur les plus petites équipes. Ah, Et on peut rajouter des points bonus face à Paris-Lille, même si je pense déjà qu'on ne prendra pas 15 points face aux plus petits, parce que on ne s'appelle pas le Paris Saint-Germain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins prendre 12 points. Il faut avoir au moins 4 victoires sur ces matchs-là. Et j'espère en tout cas au moins une 5e place et pourquoi pas une 4e. Tu veux le faire ton prono, on garde 12 points si tu devais faire un pronostic sur ces 7 matchs. Allez, 12 points vendus, allez. ouais, j'espère mieux, mais on va dire 12 points. Et d'ailleurs, je fais encore ma pub puisque j'ai eu mon 4e bon pronostic C'est vrai, face à Bordeaux. il avait 2-0 les pronostiqué amis. le 2-0 face à Bordeaux, effectivement. Booba, ton pronostic sur la place et peut-être le nombre de points sur ces 7 derniers matchs. eh ben, comme il vient de dire, je pense qu'on peut. Alors après, c'est facile, hein, mais on peut faire carton plein à domicile, ça fait 12 points déjà. Mhm. Il Après, y aura Lille à domicile et Paris. ouais, mais on a battu Nice, on a battu Lyon, on s'en fout, Mhm. ça. C'est pas. Après, c'est juste pour savoir à peu près. Après, je pense, c'est bon, on en a 17 points là, ça ferait 30 points, ça fait chier. Mais je pense qu'on va avoir 30 points à la trêve. Mais bon, ça fait bien chier. Mais je pense Alors, que, ouais, je non, pense que. si on en prend 12, ça fait 29. Ouais, mais on Bon, va on faire peut un nul le. contre. Ok. Allez, un nul contre un des deux. Et il y a 21 points potentiels. Ouais, Ouais, c'est ça. allez, tu sais quoi, j'ai dit 32. Allez. On a 32 à la trêve, donc que 15 points pris sur les 21 sur les 7 matchs à venir. Alors, à noter, 30 points à la trêve, c'est évidemment une performance exceptionnelle. Enfin, la saison où on termine 6e, il me semble qu'on en a 29 à la trêve, mais il y avait 19 matchs joués. La trêve interviendra au soir de la 17e journée de championnat. On n'aura pas totalement joué la moitié des matchs de Ligue 1. C'est important à noter parce que 30 points en 17 matchs, c'est vraiment très très bien parti. On se situerait aux alentours de la 3e, 4e place sans souci. Et c'est tout ce qu'on espère pour le MHSC. Je vais quand même faire mon pronostic. Moi, je pense que oui, Montpellier peut viser le top 5 à la trêve et avoir un bilan, allez, vraiment 12 points, ça serait le strict minimum au vu du calendrier qui nous attend. Alors, mais il y a des petites équipes. Voilà, on va jouer à l'extérieur contre Lens, Brest et Lorient. Il y a 2 promus là-dedans. À domicile, Paris, Lille, on sait que Montpellier est capable d'exploits contre les gros. Donc ouais, je pense que 12 points est largement envisageable et ça ferait un total de 29 au bout de 17 matchs. Là aussi, le ratio est très bon. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur Faut le pas chat YouTube oublier, pour votre pronostic. Oui, Bouba. faut pas oublier qu'il n'y a pas de match, les matchs à huis clos aussi. Donc, les matchs comme Lens, où ils auraient pu avoir le rapport du public, là, c'est autre chose, hein. Donc, Exactement. Et c'est ça, important à souligner, oui. c'était un des matchs qui me faisait peur en début de saison parce que Lens, même dans les bas-fonds, avec leur public, c'est énorme. Mm. Donc, ouais, non, je pense que le public va être important aussi. Donc, Mais à contrario, ça peut nous pénaliser pour un éventuel exploit contre le PSG. ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai. Ouais. C'est Bon, vrai que. ouais, on verra ce qu'il en est pour ces matchs-là. Messieurs, c'est l'heure de clôturer l'émission après 45 minutes de débat animé. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour parler, malgré la trêve internationale, Lucas Bouba. Merci à vous, messieurs. Ouais, Ouais. merci Dorian et merci ceux qui nous ont écoutés et réagi. C'est ça, merci d'avoir réagi sur le chat YouTube et de nous avoir écoutés pendant cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du Talking Esprit Payet. Ce sera l'avant-match de Montpellier-Strasbourg. Messieurs, ben, on vous souhaite un beau match puisqu'il y a l'équipe de France qui va jouer. Et Ouais. on se dit à la semaine prochaine. À très vite. Ciao, Allez les bonne Bleus. soirée. Au revoir. Allez, Olive. Le Talking Esprit Payade, l'émission 100% MHSC.